Le problème avec Dominique, c'est qu'elle a lu tous les livres dont elle parle. Mais oui. ça, c'est tous les académiciens, J'aime Éric. lire. Leur fonction, c'est bon de lire des livres. Vous allez devoir vous mettre au travail, mon cher ami. On m'avait pas dit ça. Et être imbattable sur la comtesse de Ségur, parce que Dominique Ah oui, raconte oui. qu'il faut être spécialiste de la comtesse de Ségur pour pouvoir tenir une conversation Ah, mais académique française. j'ai lu dans le livre qu'il y avait 2 clients sérieux qui Oui. s'occupaient de ce domaine déjà. Oui, l'Académie peut surprendre parfois, Ouais. Éric. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro Culture où nous allons parler cette semaine littérature et journaliste avec une invitée de marque, la romancière et académicienne Dominique Bonnat qui publie aux éditions Gallimard un livre au titre merveilleux et trompeur, Le Roi Arthur, parce que s'il s'agit bien d'une biographie, il ne s'agit pas de celle du célèbre souverain breton, mais de son catalan de père, Arthur Comte, qui fut écrivain journaliste, mais aussi homme politique et historien. Nous en parlerons longuement avec notre invité, mais aussi avec Éric Nehoff, qui s'apprête à rejoindre Dominique Bonnat sous la coupole de l'Institut, mais qui restera le chroniqueur du Figaro et du Figaro Magazine que vous appréciez. Et Étienne de Montetti, directeur du Figaro littéraire, et Étienne de Montetti qui lance les festivités, les 200 ans du Figaro. Vous savez, c'est en janvier prochain. Mais d'ores et déjà, il publie un livre, un gros livre, un très beau livre aux éditions de La Martinière qui raconte cette épopée unique dans l'histoire de la presse. On en parlera avec lui et puis je demanderai à chacun ses coups de cœur de cette fin d'automne et puis un petit bilan des prix littéraires de l'automne. Bonjour Dominique Bonnat. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous revoir. Vous êtes entré à l'Académie française il y a 12 ans. Notamment grâce à vos merveilleux essais biographiques sur Romain Gary, sur Camille et Paul Claudel, sur Berthe Morisot. Et puis, je vous avais reçu il y a 2 ans pour un autre essai biographique, doublement biographique, Les Partisans, votre essai sur Maurice Druon et Joseph Kessel. Et cette fois-ci, eh bien, encore un essai biographique, mais particulier, puisqu'il s'agit de votre père, Arthur Comte, le roi Arthur, comme vous le surnommez dans cet essai paru aux éditions Gallimard. Alors les plus anciens se souviennent qu'Arthur Comte fut un homme politique. Il fut maire de Sals, député des Pyrénées-Orientales. Il fut également président de l'ORTF, secrétaire d'État sous la 4e République. Il fut aussi, toutes les familles françaises dignes de ce nom ont un livre de votre père dans leur bibliothèque. Il en a écrit plus de 80, plutôt des essais historiques. Et puis il a été aussi journaliste, notamment à Paris Match, un petit peu au Figaro et à l'Indépendant. Alors, on connaît un petit peu l'homme public, mais on connaissait très peu l'homme privé, que vous nous dévoilez dans votre livre. Et alors, je voudrais commencer par cela. C'est un homme de centre-gauche. Dans votre livre, on découvre que sa manière de vivre en famille est plutôt un pater familias très traditionnel. Oui, c'est un père méditerranéen d'origine catalane, puisque ce département des Pyrénées-Orientales, ce que les Français ne savent pas toujours, c'est la Catalogne française. Et mon père était né en 1920 dans un petit village du département. Lorsqu'il est venu au monde, il a porté cet étrange nom d'Arthur. Je dis étrange parce que ce n'est pas un prénom du Sud, c'est vraiment un prénom breton, un prénom celtique. Et cette bizarrerie du prénom, en fait, lui allait comme un gant. Parce que, mine de rien, il avait cette prestance, il avait l'autorité quasi royale. Mais en même temps, si j'ai repris ce titre, qui est à la fois affectueux et un tout petit peu ironique parfois, si j'ai repris ce titre, c'est parce que c'était aussi un père qui aimait raconter des histoires. Et parmi les histoires qu'il racontait, il y avait les chevaliers de la table ronde, le roi Arthur, Lancelot, etc. Et j'ai été bercée enfant par ces contes. On peut revenir peut-être quelques instants sur cette histoire de prénom, parce que comment une famille catalane de paysans, de vignerons se retrouve depuis plusieurs générations chez les garçons à porter le prénom soit de Arthur, soit de Pierre, comme votre frère qu'on a connu bien entendu au Figaro. Oui, c'est une tradition familiale dont je ne connais absolument pas la raison. Personne ne connaît la raison. Mais depuis des générations, en effet, les garçons s'appellent tantôt Arthur, tantôt Pierre. Mais pas dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire qu'un Arthur appelle son fils Pierre, qui appelle son fils Arthur, etc. Et c'est venu comme ça. C'est une sorte de tradition presque folklorique, vous voyez, ou paysanne peut-être, parce que c'était une famille paysanne. Où, comme disait mon père, c'était des paysans de la vigne.
Alors vous êtes très vite arrivé à Paris, j'allais dire dans les bagages de votre père qui faisait de la politique, qui était élu. Et vous dites qu'à Paris, quand vous étiez enfant, vous consumiez de nostalgie pour votre pays natal. Vous étiez quasiment en exil intérieur. Oui, j'étais vraiment nostalgique parce que, arrivé à Paris, dans la grande ville, se sentant perdu, le ciel n'a pas la même couleur que dans les Pyrénées-Orientales. Donc pour moi, la nostalgie, c'était d'abord celle d'un climat, celle d'une région, ce paysage merveilleux du pays de mon enfance, avec les montagnes Pyrénées à l'arrière-plan, la mer Méditerranée, les plages, ce soleil qui est là presque toute saison. Donc oui, j'étais nostalgique, mais nous y allions très régulièrement. Donc il y avait au fond deux planètes. La planète Paris, avec l'école, avec les devoirs à faire le soir, et puis il y avait la planète enchantée. Et je crois que l'adulte que je suis devenue, on peut dire, a gardé encore et garde encore cette nostalgie, comme la disparition d'un paradis perdu. Voilà. Ça a dû vous toucher, Éric Neuf, vous qui venez un peu moins loin que les Pyrénées-Orientales, mais un petit peu du centre de la France, qui avait grandi à Cahors. Je passais souvent dans les Pyrénées-Orientales pour aller en vacances, et puis c'est un livre qui est merveilleux parce qu'il y a le grain d'une enfance. On retrouve le regard qu'on a petit autour de soi, la famille, les vacances qui sont la période la plus marquante quand on est gamin. Et puis on a beaucoup de chance d'avoir Dominique parmi nous parce que si vous aviez écouté votre grand-père, vous seriez devenue pharmacienne. Alors je ne sais pas si la sécurité sociale aurait gagné au change, mais nous, en tout cas, on préfère vous avoir comme biographe. Voilà. C'était le rêve de mon grand-père. Il considérait que la pharmacie était le meilleur des métiers. Mon grand-père, dans ma famille, au fond, la littérature n'était pas sacralisée, voyez-vous. Sauf parce que mon père écrivait. Ouais. Tout ce qu'écrivait mon père était sans doute de l'ordre du chef-d'œuvre, aux yeux des parents, des grands-parents, toute la famille. Mais la littérature elle-même ne paraissait pas quelque chose d'extraordinaire. Dans ma famille, on avait du respect pour les gens qui avaient un vrai métier, ce que mon grand-père appelait un vrai métier, c'est-à-dire un métier qui vous permet de vivre, de faire vivre votre famille, et même de donner votre métier en héritage, vous voyez. Et donc, évidemment, écrire, ça ne se transmet pas forcément, même si moi-même, j'ai d'une certaine manière hérité aussi de l'amour de l'écriture et de la littérature. Mais donc, j'ai été élevée finalement toute petite, il n'y avait pas tellement de livres autour de moi, c'était la voix paternelle qui me faisait rêver, parce que cette voix, en effet, racontait des histoires de manière extraordinaire. Mais il vous incitait à lire quand même la littérature ou pas plus? Non, pas vraiment, pas vraiment. J'ai lu spontanément ce que lisent les enfants de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans. Donc la Bibliothèque Rose, dans ma génération, c'était la Bibliothèque Rose, avec les Clubs des 5, les Alice, les Fantomettes. Mais c'était ma mère qui me donnait ces livres-là. Mon père n'est jamais intervenu dans mes lectures, ni d'ailleurs ne m'a donné de conseils pour écrire. Au fond, j'en ai retenu la leçon. Je me suis dit, ne pas donner de conseils, c'est la bonne manière d'éveiller la passion d'un enfant. Mais j'avais son exemple sous les yeux. Étienne ? Mais tout de même, dans votre livre, qui est un livre de gratitude à l'égard de votre père, il y a quand même des scènes où on montre une transmission implicite. Quand votre père travaille dans son bureau, porte fermée, pour l'enfant que vous êtes, c'est un monde inaccessible, celui de l'écriture et de la littérature. Votre père ne fait pas de prosélytisme pour ce qu'il fait, c'est-à-dire écrire. Et pour l'enfant que vous êtes, cet univers-là, vous n'avez qu'une envie, c'est de le rejoindre un jour et d'avoir vous aussi un bureau avec une porte fermée dans lequel il y a les sortilèges de la littérature qui s'éveillent. Il y a une autre scène merveilleuse de votre livre, c'est la visite que vous faites à l'Assemblée nationale, qui est un monde aussi extraordinaire dont vous entendez parler certainement à table, la Chambre, l'Assemblée, etc. Et vous visitez quoi, l'Assemblée, avec votre père ? La bibliothèque, avec les petites fiches, parce que votre père vient y chercher de la documentation pour ses propres livres. Je trouve que c'est des bâtons de témoins, des éléments que vous donne votre père, sans vous dire tu dois lire ou tu dois écrire, qui vous donnent l'exemple d'une vie qui va vous conduire à l'écriture et à la littérature. Oui,
il a transmis par l'exemple. Par l'exemple. Par l'exemple et un peu par le secret. Parce que comme il n'expliquait pas, il ne commentait pas, j'avais, comme vous le dites, les choses sous les yeux, mais j'avais à les décrypter moi-même. Et donc, il y avait cette idée quand même d'une sorte de royaume. Le roi Arthur avait ce royaume-là qui était inaccessible pour la petite fille que j'étais, mais qui m'attirait, oui, qui m'attirait. J'enviais sa solitude, j'enviais son silence. Il s'enfermait dans un silence qui était un silence bénéfique, qui était un silence peuplé. Et donc, je crois que, oui, d'instinct, j'ai voulu partager ce monde-là. Est-ce qu'il a commenté vos premiers livres, voyant que ce témoin était passé, que vous écriviez à votre tour? Mon père a été toujours mon premier lecteur, Ah oui. après l'éditeur cependant. Mais je lui ai apporté le premier exemplaire et c'est le lecteur idéal parce qu'à chaque livre qu'il recevait, il avait le même commentaire et il m'a toujours dit « c'est bien ». Mais selon le ton de la voix, je pouvais savoir si c'était très bien, un peu moins, ou vraiment moins bien. Mais donc pas de... Vous voyez, il n'a pas essayé de me canaliser, il ne m'a pas non plus freiné dans l'élan que j'avais vers l'écriture. Il a laissé faire. Mais sa vie, c'était quand même et la politique et l'écriture. Et là, vous dites bien, vous n'avez absolument pas attrapé le virus de la politique. Non. Vous avez senti chez lui qu'à un moment donné, il aurait peut-être aimé que vous intéressiez un petit peu plus à ses activités politiques et pas seulement littéraires ou journalistiques? Je crois qu'il vivait assez dans la schizophrénie. Oui. Il y avait d'un côté la politique, de l'autre la littérature, et les deux activités, au fond, ne se rejoignaient que par l'intermédiaire de l'histoire. L'histoire avec un grand H, parce qu'il était historien, il écrivait sur l'histoire, et c'est le seul lien vraiment qui nous reliait à cet univers politique, puisque c'est lui qui nous a fait découvrir Clovis, Robespierre, Louis XI, etc. Mais à la maison, la politique n'entrait pas. Et avec mon frère, il a eu un autre type de dialogue, mais il devait se dire bon, Dominique, la politique, c'est pas pour elle. Et donc, il ne m'a pas... Non, il n'a... Vous dites qu'il y avait un dialogue avec votre frère, parce qu'avec vous, l'impression, il me semble que dans le livre, vous dites qu'il n'y avait quasiment jamais de conversation. Non. Il faisait des jeux, oui. Des jeux d'histoire, de géographie, mais de conversation. Non, il n'y avait pas de conversation. Ça peut paraître étonnant parce qu'on dit toujours que les Français ont le génie de la conversation. Alors l'art de la conversation était absent de cette famille Comte, qui porte un nom prédestiné, j'allais dire. Mais oui, c'est un père silencieux, cependant un père affectueux, mais il ne parlait que pour raconter une histoire, réciter un poème ou chanter. Vous voyez, nous allions tous les étés à Perpignan, en voiture l'été. Donc il y a quand même 1000 kilomètres à faire par les routes, c'était très long. Et mon père chantait pendant 1000 kilomètres. Donc avec les enfants qui reprenaient en chœur à l'arrière, c'était... Non, il y a un climat de cette enfance. Et vous voyez, je ne voudrais pas donner aux téléspectateurs l'impression que j'ai écrit la géographie et que je déverse des compliments vers ce père disparu. Non, je ne l'ai pas écrit pour ça. Je l'ai écrit... Étienne de Montesquieu a employé un mot très joli qui est le mot gratitude. Je crois qu'on ne le dit pas suffisamment. J'ai écrit pour dire merci, parce que je suis privilégiée, je crois. J'ai eu une enfance heureuse. J'ose à peine le dire, parce qu'il est plus courant aujourd'hui de parler des malheurs, des souffrances, et je sais qu'il peut y avoir beaucoup de souffrances dans une enfance. Il y en a de toute façon, mais dans l'ensemble, vraiment... voilà, je voulais dire merci. Avant un jour de disparaître, je me suis dit, je dois raconter cette histoire-là parce qu'elle existe et c'est une histoire de construction, une histoire de filiation, de transmission que j'ai voulu écrire. Et effectivement, s'il n'y a pas un enseignement direct, Éric, vous êtes d'accord avec ça, je pense, dans vos livres, il y a un art du portrait qui vous est reconnu et qui était aussi
une des qualités principales d'écriture, même s'il faisait plutôt des livres d'histoire, de Arthur Comte. C'est cela qu'il vous a enseigné peut-être indirectement, parce que vous ne lisiez pas forcément tous ses livres, si j'ai bien compris. Non, j'ai dit tout à l'heure qu'il ne me donnait pas de conseils. Ce n'est pas tout à fait vrai, il m'a donné un conseil, la clarté. Il avait la religion de la clarté, il pensait que lorsqu'on s'exprime à l'écrit comme à l'oral, il faut être simple et clair. C'est pas toujours facile d'être simple et clair, et parfois quand on écrit, on en rajoute, on fait de longues phrases, etc. Et il revenait toujours à ce thème de la clarté. Mais ça vous parle, Éric Neuhaus, qui fait rarement de longues phrases et avec peu d'adjectifs et peu d'adverbes. Ouais, ça aurait pu être mon papa. C'est ça. Mais il y a une autre facette chez le personnage, c'est le patron de la télévision qu'il a été pendant quelques années. Et c'était vraiment une époque bénie pour ce média, hein, parce que ça a été l'invention, la liberté. Et il a nommé à la deuxième chaîne Marcel Julien, qui était un esprit libre comme on n'en fait plus, qui était d'ailleurs le monsieur qui avait dit à El Kabbach, vous vous croyez libre parce que vous donnez plus d'ordres que vous n'en recevez. Et cette phrase est d'une profondeur, et je me souviens très bien de cette période, et du coup, ça a déplu au pouvoir politique, et ça a été stoppé au bout d'un moment. 15 mois, je crois. Oui, c'est une aventure très brève, mais intense. Ah oui. Et certainement, pour Arthur Comte, ça a été la grande aventure de sa vie. Je crois qu'il a beaucoup aimé le RTF, parce que le RTF regroupait toutes ses passions. Oui. Il y avait l'image, il y avait le son, il y avait le sport et la chanson, il y avait l'histoire, il y avait le journalisme, qui a été vraiment une des grandes affaires de sa vie. Donc, tout était rassemblé là. C'est à cette époque qu'on lance Les Rois Maudits, par exemple. Ah oui, c'est l'époque des Rois Maudits. Ça n'est pas pour rien qu'il a débuté à l'Indépendant, le journal. Le journal très bien nommé de notre région. Oui, c'est un homme indépendant. Sans doute, cela lui a-t-il valu quelques problèmes dans sa vie politique, et notamment à l'ERTF. Mais il a écrit un livre pour s'expliquer, qui s'appelle « Homme libre », Homme libre au pluriel, parce qu'il se sentait non pas unique dans cette fonction, mais à la tête d'un groupe. Et comme il le disait souvent, il avait besoin de tous et de toutes pour faire cette télévision. Étienne ? Oui, c'est le couronnement d'une vie que vous décrivez très bien, où je trouve ce sont les mérites qui sont salués. Et j'ai trouvé que c'était une très belle leçon d'histoire de France contemporaine, qu'un jeune homme de Catalogne, méritant, comme on disait, étudiant, qui ne passe pas par les grandes écoles, qui font aujourd'hui les carrières de manière un peu systématique, mais qui va d'abord par des fonctions électives locales, puis nationales. On sent que chaque chose vient en son temps, et que l'homme qui les reçoit, au fond, les mérite. Il n'y a pas de carrière éclair, fugace. Et je trouve que ça dessine, sans nostalgie, mais quand même en soulignant que c'était un temps où le mérite d'un homme, son travail, son intelligence, était justement récompensé, qu'il arrivait à point nommé aux fonctions. Il a été quelques mois secrétaire d'État, je crois. Oui, sous la 4e République. La 4e République, voilà. Et que tout ça venait à point parce que c'était un homme qui était un bon élu local, un bon député, et qui allait devenir un bon serviteur de l'ORTF, en l'occurrence. Et là encore, ça dessine quelque chose qui est devenu, au fond, un peu insolite aujourd'hui. Il ne s'agit pas forcément de le regretter, mais c'est très intéressant de lire cette France-là. Et tout cela avec un accent. Et tout ça avec un accent très rocailleux, très marqué, un accent vraiment sonore, qu'il a gardé jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle. Que vous avez eu et malheureusement, je l'ai perdu. Sa fille a perdu l'accent catalan. Oui, mais de votre propre volonté. Alors moi, je l'ai perdu de ma propre volonté, ou peut-être même sans y mettre ma volonté, mais par réflexe. Parce que lorsque je suis arrivée à l'école, dans les petites classes à Paris, les petites filles se sont moquées de moi. Et donc, j'ai eu honte de cet accent, je l'ai avalé. Et je le regrette beaucoup, parce que mon père avait cet adage, il disait toujours « l'accent, c'est la fidélité ». Mais la fidélité est dans mon cœur. Mais il a connu comme quelques échecs, quand même. Par exemple, l'Académie française.
Alors, il a connu des échecs électoraux, qui faisaient plus souffrir, un échec électoral qui vraiment était une blessure pour lui, parce qu'on ne le dit jamais assez, en particulier aujourd'hui, mais la vie du député, c'est une vie à risque. Il remet à chaque fois sa carrière en jeu devant ceux qui votent pour lui, devant ses électeurs. Et puis, oui, sur le tard, il a eu une défaite académique. Il a même eu deux défaites académiques. Mais alors, les défaites académiques, je pense, l'ont moins blessé que les défaites électorales. Oui. Ou que son passage très houleux sur la fin à l'ORTF. Oui. Mais l'Académie, il en parlait toujours quand même avec un sourire apaisé. Et lorsque j'ai moi-même été élue, quelques années après, il y a eu un bonheur partagé. Il vous a dit c'est bien ? Il m'a dit c'est bien, ce qui est sa formule préférée dans le dialogue avec moi. Ce qui est assez émouvant aussi, c'est l'amour qu'il avait pour votre mère. Oui. Et une fois qu'elle n'a plus été là, on sent que chez lui, quelque chose s'était brisé. Oui, ma mère est morte brutalement 12 ans avant lui. Et quand elle est morte, mon père a vissé son stylo. Il faut dire qu'il avait écrit toute sa vie. Depuis l'âge de 25 ans, il écrivait des livres. Il a vissé son stylo, il l'a posé sur le bureau et il n'a plus écrit. Et il s'est retiré totalement. Il s'est enfermé dans l'appartement familial avenue de Suffren et il a attendu que ce soit son heure. C'est assez étonnant. Vous savez, Arthur, en celte, ça veut dire le roi des ours. Et il y avait chez mon père un bélier, qui est son signe astrologique, donc combatif, allant de l'avant, mais il y avait aussi cet ours. Et c'était un homme qui s'enfermait volontiers dans la caverne pour méditer, pour réfléchir. Et je pense qu'à la mort de ma mère, l'ours a regagné la caverne. Pour rester sur l'Académie française, il vous a quand même donné quelques conseils quand vous avez été élu. Alors, oui, vous savez, quand l'académicien est élu, et Éric Nehoff va bientôt... Mais oui, c'est pour ça qu'après, je vais vous demander quels conseils donnez-vous à Éric Nehoff. En dehors de commander un bel habit brodé et d'avoir une épée, il y a une petite réception sous la coupole et on invite ses amis, sa famille, ses amis, les gens avec qui on a travaillé, etc., qui vous ont accompagné sur votre parcours d'écrivain. Et donc, la dernière lettre, au fond, que je tiens de mon père, c'est la liste des personnes qu'il tenait à ce que j'invite. Et il m'a remis cette liste d'une écriture qui était déjà déformée par l'âge, une écriture tremblée. Et curieusement, il y avait sur cette liste ses parents, ses grands-parents, le maire de son village, grâce auquel il a pu poursuivre des études. Il y avait tous ceux qui l'avaient accompagné, lui, sur son parcours. Et il m'a dit surtout, Dominique, les proches, n'en oublie aucun. Et donc j'avais cette petite feuille dans ma poche, dans la poche de mon habit vert, quand je suis entrée sous la coupole. Vous n'êtes pas votre père, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à Éric Nehoff? Sinon pour la réception, au moins pour l'Académie française, pour les années qui l'attendent là-bas. Oui, fidèle à l'exemple paternel, je ne donnerai à Éric Nehoff aucun conseil. Je suis sûre qu'il est tout à fait capable de... Et le plus important pour lui n'est ni l'habit vert, ni l'épée, c'est finalement le discours qu'il doit prononcer en hommage à son prédécesseur. Parce que c'est ça l'Académie française, et c'est ce qui est beau dans l'Académie française, c'est qu'on s'y succède. On n'est pas un académicien unique. Non, on vient dans une lignée. Depuis Richelieu, chaque fauteuil a son histoire. Et donc, on rend hommage au prédécesseur. Et puis, le jour où on part, le successeur dira un petit discours sur vous. Donc, cette espèce de flamme, la flamme à l'Académie, c'est la langue française. Et cette flamme de la langue française doit passer de main en main. Pour terminer,
votre père, à votre avis, était victime, pour ne pas être élu à l'Académie française, de ses engagements politiques ou c'était... où il n'y avait pas de raison particulière? Je n'en ai aucune idée. Écoutez, je n'en ai aucune idée. Je pense que sa personnalité n'a pas convaincu, ça c'est certain. Victime, je ne le vois jamais en victime, mon père, parce que je le vois toujours le roi Arthur, donc c'est très difficile de voir une victime, même si, comme vous savez, dans la légende, le roi Arthur est vaincu. Il est vaincu à la dernière bataille, il est blessé à mort. Et ce sont les fées qui viennent le chercher, l'amènent sur l'île d'Avalon et le soignent. Donc, selon la légende, le roi Arthur, quand il l'aura décidé, reviendra parmi nous. Merci beaucoup Dominique Bonnat, vous restez bien sûr avec nous. Le roi Arthur aux éditions Gallimard. On découvre aussi que vous avez travaillé sur la littérature médiévale aux premières études et que votre père aussi avait écrit sur cette période, et ça sans que vous le sachiez. Oui, tel père, telle fille. Étienne de Montetti, ça va être à votre tour de parler, puisque vous publiez ce livre, Le Figaro, 200 ans de liberté, aux éditions de La Martinière, qui lance vraiment les festivités des 200 ans du Figaro, qui seront célébrées surtout en janvier 2026, exactement 200 ans après sa création. Votre père a écrit un petit peu dans le Figaro, vous-même avez écrit dans le Figaro littéraire. Ah ouais. Comment est né, rappelez-nous un petit peu comment est né le Figaro, parce que c'est d'abord une feuille littéraire avant d'être le journal politique et de société qui va devenir. Oui, il y a 200 ans, c'est deux jeunes gens, deux jeunes Parisiens sortis d'un roman de Balzac qui décident de lancer une feuille. Ils s'en lancent tous les jours dans Paris, mais ils ont un coup de génie, c'est de lui donner le nom de Figaro, le personnage de Beaumarchais. Et le tout premier Figaro était une sorte de journal satirique qui s'en prend effectivement à tout le monde, à Charles X, dont le régime se durcit, à l'Église, mais aussi au théâtre. Il y a des pièces qui sont éreintées, des auteurs qui sont raillés. Figaro se moque de tout le monde. C'est une méthode assez radicale qui fait que les deux fondateurs perdent le journal au bout de 2 mois, qui va être vendu à d'autres, qui vont poursuivre cette tradition, je dirais, anarchique, souvent très drôle d'ailleurs, mais très méchante. Et pendant 40 ans, le journal va se promener de main en main. Et en travaillant un peu toutes ces archives, j'ai découvert que le Figaro était vraiment le produit d'un miracle, parce qu'il pouvait 100 fois disparaître. Quand on voit les journaux qui existaient en 1826, le Constitutionnel, le journal des débats, il y avait le Pirate, il y avait, je ne sais pas quoi, la Lanterne, etc. Tout ça a disparu, mais Figaro est un titre magique que chacun veut reprendre. Et quand Villemessant, qui était un homme de presse, qui crée des journaux comme On Respire, veut lancer un quotidien plus ambitieux, il lance pas ex nihilo, et on le lui reproche, on dit « lance ton journal ». Et il dit « non, je ne veux pas lancer un journal, je veux relancer, faire revivre le Figaro ». Ce nom de Figaro est très tôt, immédiatement, un mot-clé pour la presse, c'est celui de la liberté, de l'irrévérence, d'un certain style. Et ça fait que le Figaro, après beaucoup d'avanies, évidemment, est encore aujourd'hui le grand quotidien qu'on connaît. Et avec des signatures célèbres, Balzac lui-même, d'ailleurs, je crois que César Birotteau, devait paraître dans le Figaro. Dans le Figaro, et après beaucoup de péripéties littéraires, finalement, quand César Birotteau est terminé, le Figaro est dans une phase où il ne paraît pas. Mais en effet, d'emblée, les deux fondateurs, Alloy et Arago, sont des vaudevillistes, ils écrivent. Nerval va signer une chronique, Théophile Gautier est chroniqueur dramatique, Zola évidemment au moment de l'affaire Dreyfus, Maupassant, Barbey d'Aurevilly, Proust qu'on fait commencer au Figaro, journaliste, qui n'était absolument pas fait pour être journaliste. Il écrit des phrases trop longues, des articles trop longs. Les secrétaires de rédaction coupent Proust, qui est furieux, qui écrit au directeur pour se plaindre. C'est très rassurant d'ailleurs, je trouve, pour notre métier aujourd'hui, parce que déjà Proust se plaignait du mauvais sort fait à ses articles. Et voilà. Et puis il y a des signatures inattendu, ce qu'on découvre dans votre livre, c'est-à-dire que je pense que très peu de gens savent que le Jules Vallès, anarchiste bien connu, a écrit dans le Figaro, que Jean-Paul Sartre a été envoyé spécial du Figaro en 1945 aux États-Unis, où il évoque d'ailleurs la question nègre, je cite. Absolument. Cabu a dessiné pour le Figaro. Cabu a dessiné. Sampé aussi. Oui, Sampé, Steinbeck. À un moment donné, Steinbeck fait
reportage, Spontanément. un séjour, et spontanément, il envoie ses chroniques au Figaro, en effet. Oui, il a toujours une tradition que l'écrivain a droit de citer. Et en effet, Vallès écrit des articles où il évoque bien avant Les mines de Zola, Saint-Étienne. bien avant Germinal, les mines du Forêt que vous connaissez bien, Jean-Christophe. Et sa disciple qui s'appelait Séverine, Bien sûr. également la même ligne politique, écrit au Figaro, et elle rapporte notamment un jour un entretien, une interview avec le pape. Alors on se demande un peu pourquoi Séverine, anarchiste, est C'est allé voir Léon le pape. XIII, hein, c'est ça, je C'est crois. que c'est Léon XIII Ouais. qui travaille la question ouvrière, la première question des conditions de vie des ouvriers. Et donc elle va le voir pour parler de la condition ouvrière, et elle ramène une interview tout à fait tonitruante dans les colonnes du Figaro. Il y a effectivement cette liberté de l'écrivain, et un Zola défendra Dreyfus dans nos colonnes, jusqu'à un moment où le journal perdant tellement de lecteurs, parce que le lectorat du Figaro était plutôt anti-Dreyfusard, et que la direction avait décidé, convaincue par Bernard Lazare, de l'innocence de Dreyfus. On demande à Zola, en gros, d'aller défendre cette cause glorieuse ailleurs. Et le Figaro continue d'ailleurs à la défendre de manière plus discrète, avec des gens de moindre renom. Et donc, J'accuse va paraître dans l'Aurore avec ce titre génial, J'accuse. Mais tout le travail préliminaire, c'est de très très nombreux articles de Zola, aussi vigoureux et aussi convaincants pour défendre l'innocence de Dreyfus. Éric, sur cette longue histoire du Figaro, il y a des moments particuliers que vous Ah oui, mais vous ça retenez. donne le vertige de lire ce volume, parce que c'est fou tout ce qu'il y a eu, les signatures prestigieuses, et puis des choses étonnantes. Le Figaro défendait Beckett et Ionesco dans leur début. Hein. Par Jean Anouilh. Ouais. Avec Jean Par Anouilh. Jean Anouilh en plus, oui. Et Jean-Jacques Gaultier, qui était le critique dramatique, pouvait remplir ou vider les salles, ce qui n'existe absolument plus. Et c'était vraiment la grande époque, et c'est un modèle pour tous les journalistes futurs, s'il y en a. Et le Figaro a inventé des choses, par exemple, alors, pareil, on apprend dans votre livre, notamment le reportage photographique sur le général Boulanger. C'est Oui, quelque chose d'assez extraordinaire, quand même. oui. C'est-à-dire que le Figaro était tout à fait à la pointe de la technologie. On est en 1889. Voilà, je crois que c'est les Goncourt qui racontent que au Figaro, on a apporté un phonogramme, je pense que ça ne s'appelle pas encore comme ça, où il y a l'enregistrement, justement la voix du pape dont je parlais tout à l'heure, et ça passionne les journalistes de savoir qu'on va pouvoir enregistrer une voix. Et effectivement, le petit cabinet de Nadar, Nadar père et Nadar fils, propose au Figaro de faire quelque chose d'insensé, qui est d'accompagner effectivement les interviews ou les reportages par des photos. Et alors, la direction du Figaro dit c'est une très très bonne idée. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on fasse une interview de quelqu'un que tout le monde connaît, dont tout le monde a entendu parler, et la personne la plus célèbre à l'époque, c'est le général Boulanger, qui a fait toute cette campagne qu'on connaît, que le Figaro ne soutenait pas d'ailleurs. Le Figaro était très anti-boulangiste. Et on se dit, on va aller interviewer le général Boulanger, qui est alors en exil à Jersey, et on amène un photographe. Boulanger dit, écoutez, vous m'avez jamais ménagé, mais enfin bon, asseyez-vous, puisque vous êtes là. Et ils vont commencer un très long entretien, le journaliste du Figaro et Boulanger. Et puis Nadar va prendre des photos de manière très moderne, c'est-à-dire que c'est des photos prises pendant l'entretien. Donc on voit Boulanger qui a un petit rictus, qui met sa main comme ça, et ça paraît sur une double page. Et c'est le journalisme moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui en achetant un quotidien papier. Ouais. Ou même un magazine. Oui, et alors le magazine avec le Figaro illustré, qui naît très tôt, où il faut que les sujets soient admirablement illustrés par des dessins, plus tard par des photos, mais il faut que le beau supporte l'actualité. C'était l'intuition d'un Villemessant, puis de Calmette, et puis ça a été repris par Robert Hersan, avec cette idée que tout ça devait faire une sorte d'unité pour le plaisir du lecteur. Dominique Bonnat, le Figaro, pour vous, c'est une histoire que vous connaissez, que vous... Alors non, bien sûr, là je vais découvrir dans ce livre des 200 ans toute une histoire ancienne que je ne connais pas forcément. Mais oui, le Figaro, avec cette plume en même temps qui le traverse, je ne sais pas qui a eu l'idée géniale de mettre cette plume, l'écrivain libre, enfin, les tribunes libres du Figaro. J'y suis attachée comme lectrice, comme ancienne collaboratrice. C'est vrai que j'ai écrit longtemps dans le Figaro littéraire, Près de 20 ans. qui à l'époque, avant Étienne, était dirigé par Jean-Marie Rouard. Donc j'ai été jeune journaliste au Figaro, oui.
Et j'ai aimé la liberté d'écrire dans ces colonnes. Et sur les traces de Colette, qui est une de vos romancières favorites, qui écrit aussi dans le Figaro à partir de 1924. Oui, elle tient une chronique qui s'appelle L'opinion d'une femme. Oui. Alors Colette n'avait pas précisément des opinions, mais elle avait une sensibilité. Non, mais elle racontait des histoires. Elle raconte notamment comment les femmes passent leur permis de conduire automobile, évidemment sous les sarcasmes qu'on imagine. Et elle a un papier très très fin pour montrer ce que les femmes, l'attitude des femmes au volant, leur prudence, etc. Donc c'est pas tout à fait une opinion, mais c'est un point de vue très bien vu, très sensible et très sensé, signé Colette. Oui, Colette est une grande journaliste. Oui. Toute une partie de sa vie d'écrivain est consacrée aux articles qu'elle a écrits. Elle a vraiment beaucoup écrit. Et puis elle est sur tous les fronts pour défendre les femmes, pour défendre les enfants, défendre les animaux. Oui. C'est une femme de combat. Son premier papier, je crois, c'est un sujet quand même un petit peu périphérique. C'est au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est la condition des bêtes pendant la guerre. Les chevaux, les animaux domestiques, les oiseaux, qui ont été évidemment perturbés, le mot est un peu faible, par la Première Guerre mondiale. Mais elle est un peu dans l'affiliation de George Sand, qui a écrit aussi dans le Figaro. Oui, parce que... Très tôt, on a fait écrire les femmes au Figaro. Vers 1830, le journal était dirigé par un homme qui s'appelait Henri de Latouche, et qui était berrichon, et il avait comme voisine Aurore Dupin, donc la future George Sand, et il lui propose de collaborer. Mais elle n'était pas du tout journaliste, à la différence de Colette. Elle écrivait très lentement, des choses très longues, mais elle a publié quelques articles, et elle y a renoncé parce qu'elle n'avait pas du tout l'esprit. Mais enfin, son premier article, je crois, a été censuré, et ça a été un des ennuis que le Figaro a pu avoir avec le pouvoir. Alors elle était très très fière que son article ait suscité l'ire de la censure, qui avait vu derrière des propos complètement anodins une allusion à la situation politique de l'époque. Mais Latouche lui dit, à mon avis, vous êtes meilleur écrivain que journaliste. Et elle-même lui sera très très reconnaissante, en disant c'est grâce à Latouche que j'ai compris que j'étais plus fait pour écrire des romans ou des livres. Et Latouche dira, dans ma vie, j'ai fait juste 2 bonnes choses. C'est que j'ai révélé l'œuvre d'André Chénier, dont il avait été un éditeur, et puis d'avoir aussi sorti de l'ombre George Sand. Et dans ce livre, on va retrouver des extraits de ces articles de Colette, on publie le plus possible d'archives, de textes, de dessins, de photos. On essaye de faire vivre le journal à la fois dans ces 2 siècles, et puis aussi avec sa vie interne. Et effectivement, les collaborateurs, les écrivains sont tout à fait à l'honneur. Il vaut mieux se demander qui n'a pas écrit dans le Figaro, parce que ça irait plus vite. Parce que... Il y a Camus, Camus qui était à Combat. Il y avait Mauriac au Figaro, mais il y avait Mauriac, on n'a pas cité son nom, en effet, il faut citer Mauriac. Camus, c'est probablement le nom qui manque dans la période contemporaine de manière la plus flagrante, mais c'est l'histoire de la presse et des hommes. Il est à Combat. Effectivement, le Figaro est en face avec Mauriac. Voilà. Il faut citer aussi Raymond Aron, parce qu'on apprend avec vous que Raymond Aron a choisi le Figaro, parce qu'il aurait préféré Le Monde, mais Le Monde, c'est un journal du soir, donc il fallait... Ça l'arrangeait dans ses horaires, dans l'organisation de son emploi du temps. Il hésite beaucoup, parce que Raymond Aron, c'est un esprit universel, et il se renseigne un petit peu et il s'aperçoit qu'il sera moins sollicité à de mauvaises heures pour il faudra qu'il se lève très tôt pour Le Monde. Oui, en effet. Et il va donc collaborer de 1947 jusqu'à 1974-75. Il partira pour l'Express, mais il dira qu'il n'a jamais retrouvé le magistère, l'aura qui était la sienne, en ayant quitté le Figaro. Et il y a même eu un Figaro agricole, j'ai découvert là-dedans. Alors, je ne sais pas ce que c'était. Mais... Oui, c'était l'idée qu'il fallait beaucoup de suppléments pour intéresser tout le monde. Le Madame Figaro, le Figaro agricole, le Figaro magazine, le Figaro illustré, le Figaro théâtre, etc. Et le Figaro littéraire que vous dirigez brillamment, vraiment le cadeau de Noël. Le Figaro, 200 ans de liberté d'Étienne de Montetti. Vous apprendrez des milliers de choses, c'est une mine d'informations publiées aux éditions de La Martinière. Il nous reste un petit quart d'heure pour faire peut-être un tour d'horizon à la fois de vos coups de cœur et puis les prix, puisque tous les prix, à ma connaissance, ont été distribués, les prix littéraires d'automne, à commencer par ceux de l'Académie française et Renaudot, dont vous êtes juré, cher Dominique Bonnat. Yannick Lins pour l'Académie française. Oui, Passagère de la nuit. De la nuit. C'est un très beau livre qui raconte des histoires de femmes sur plusieurs générations, les femmes qui ont été confrontées aux cruautés de l'esclavage en particulier,
et du racisme. Donc, d'une plume très poétique, Yannick Lahens fait revivre tous ces drames de femmes qui ne sont pas si loin dans le temps. Et puis le prix Renaudot, c'est aussi une femme. On voit que vous avez beaucoup d'influence dans les jurys. C'est Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour Je voulais vivre, qui est sa vie romancée de Milady, le personnage un peu oublié des Trois Mousquetaires, à laquelle elle donne vraiment un nouvel essor. J'ai trouvé ce livre d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre avait du panache, vraiment, dans le style, dans la plume. Vous l'aviez... Oui, moi j'ai beaucoup aimé Milady. L'histoire des Trois Mousquetaires, vue du côté de la femme, je trouvais que c'était quelque chose de merveilleux. J'avais tout le temps envie d'aller retrouver dans Dumas ce que lui avait raconté, ce qu'Adélaïde racontait de son côté, ce qu'elle avait ajouté pour que son histoire tienne. C'est une très jolie réussite. Mais vous avez aussi couronné avec le Renaudot Essai, un livre remarquable d'Alfred de Montesquieu sur le procès de Nuremberg, raconté comme une sorte de huis clos. Le crépuscule des hommes. Tout à fait passionnant, avec tous les protagonistes, notamment tous les journalistes du monde entier, parmi lesquels Joseph Kessel. Ça, c'est un très très beau livre. Et puis, il y a un livre aussi qui m'a touché, c'est le livre de Louis-Henri de La Rochefoucauld, Alain Terrallier, qui est un livre... Le meilleur romancier du 16e Nord, là. L'amour moderne. L'amour moderne, mais qui est un livre un peu grave, style auquel nous n'avait pas forcément habitués, voilà, de déboires de deux couples. Il y a une mélancolie, effectivement, dans les allées du Trocadéro, dans les avenues autour du Trocadéro. Aussi, beaucoup, ouais. J'ai trouvé que c'était un livre plus grave que les autres, qui comme et inspiré d'un fait divers réel, d'ailleurs. Et alors, voilà, avec à l'origine, un fait divers, voilà, c'est les livres les plus... Il y a eu beaucoup un vrai roman. Il y a eu beaucoup de disputes à l'Interallié pour ce prix, Éric? Énorme, il est passé au premier tour. Ah ouais. C'est décevant. On ne peut pas faire ça tous les ans. Et les autres prix le Médicis pour Emmanuel Carrère, c'était une sorte de prix de consolation. Ouais. Enfin, de consolation, c'est la première fois que quelqu'un a 3 des 5 avait déjà eu le Féminin. Oui, mais quand Et le Renaudot, oui. Et le Renaudot, oui. Quand on a quasiment ouvertement demandé le Goncourt, avoir le Féminin, quel côté prix de camaraderie pour le bon copain qui n'est pas très bon à l'école. J'ai trouvé que c'était un petit peu cruel de lui donner justement le Médicis, puis que le Médicis sortait de son rôle, qui est de récompenser une littérature de recherche et d'exigence, uniquement pour faire plaisir à Emmanuel Carrère, avec un livre, peut-être que Dominique n'en parlera pas, parce que c'est quand même l'histoire de la famille Carrère, et notamment un peu la face sinon cachée, du moins intime, d'Hélène Carrère d'Encausse. Moi, je l'ai lu avec une curiosité un peu gênée. J'avais le sentiment d'être le voyeur d'une histoire conjugale et familiale qui ne me regardait pas. Et donc, je m'en voulais beaucoup de lire ce livre. Et je reconnais que j'étais avec un jugement très réservé sur cette entreprise-là. Éric, et qui a eu le féminin, je ne sais même plus. C'est Natacha Apanard. Ouais. Encore une femme. Et le John Boyne, quand même, le féminin étranger, non? Les je éléments. Je l'ai pas lu, mais il paraît que c'est très très fort. Très bien. Bien, John Boyne. On ne peut pas lire tous les prix littéraires. Bon, et attendez, on a parlé de tout sauf du prix Goncourt. C'est j'ai extraordinaire, la maison vide de Laurent Mauvignier. On n'a pas fini de le lire. Il fait 750 pages. Vous l'avez lu, Dominique? Oui, bien sûr, bien sûr. Pas personnellement, on dit. Alors oui, mais écoutez, ce qui est merveilleux dans les prix littéraires, c'est qu'ils respectent la diversité des livres, la diversité d'inspiration, la diversité d'écriture. Donc il y a à la fois des hommes, des femmes, des écritures intimistes, des écritures à panache. Voilà. Et les lecteurs peuvent trouver facilement de très bons livres dans les librairies. Et Mauvignier, il faut lui rendre justice. C'est un romancier, il ne sacrifie pas du tout à l'autofiction, à des choses assez à la mode. C'est véritablement l'homme de la fiction, même si ça peut avoir une assise authentique. Et je trouve que, ne serait-ce que par cette entreprise de construction romanesque, je trouve que son œuvre, à travers ce livre, pouvait être récompensée par le Goncourt. Et en même temps, c'est un roman familial. Oui, familial, tout à fait. Parce qu'il plonge à travers une commode et un tiroir qu'on tire avec de vieux papiers. Il va plonger dans l'histoire d'une famille. Très proustien, à la fois dans l'écriture et même dans la démarche, dans la ou mémoire. alors un peu Georges Perec aussi, dans la reconstitution presque un peu maniaque de toutes les anecdotes et de toutes les histoires à plusieurs facettes. Oui.
Tout à fait. Le problème avec Dominique, c'est qu'elle a lu tous les livres dont elle parle. Mais Oui. ça, c'est tous les académiciens, J'aime Éric. lire, j'aime C'est leur lire. fonction, c'est bon de lire des livres. Vous allez devoir vous mettre au travail, mon cher ami. On m'avait pas dit ça. Et être imbattable sur la comtesse de Ségur, parce que Dominique Ah oui, raconte ah oui. qu'il faut être spécialiste de la comtesse de Ségur pour pouvoir tenir une conversation Ah, avec mais l'Académie j'ai française. lu dans le livre qu'il y avait 2 clients sérieux qui Oui. s'occupaient de ce domaine déjà. Oui, l'Académie peut surprendre parfois, Ouais. Éric. La séance, la fameuse séance du jeudi, vous y participez Oui. Régulièrement. Je vais tous les jeudis à l'Académie française pour la séance de 15h à 16h30. Ce qui fait dire à mon petit-fils que sa grand-mère ne travaille qu'un jour par semaine, 1h30 par semaine. Ça vous va, Éric? Oh, c'est suffisant. Pour terminer sur les prix, il y a eu des déceptions. L'un de vous trois a eu l'impression qu'un des auteurs de la Non, mais rentrée... il y a toujours des déceptions. Non, C'est vraiment. pour ça que je vous pose la question. C'est terrible, ces prix littéraires, parce que Ah bah, c'est une loterie, un un est petit peu. élu, mais autour, il y a beaucoup d'autres livres qui sont beaux, qui ont du talent et qui sont sacrifiés à cause du choix. Ouais. Donc, oui, il y a pléthore de talents, je pense, aujourd'hui, je crois sincèrement, et puis une nouvelle génération vraiment de romanciers, de romancières qui arrivent avec leurs nouvelles plumes. Et là, dans Et, cette rentrée, vous pensez à quelqu'un en particulier? Non, Non, en vous voulez fait, pas. je ne veux pas citer de nom parce que c'est difficile. Parce que vous allez en oublier je d'autres. vais citer, je vais oublier d'autres. Ouais. Donc je ne cite pas, mais oui, les prix littéraires concentrent l'intérêt sur eux, mais il y a autour d'autres très beaux livres. Non, puis les prix littéraires peuvent donner envie de lire les autres livres aux Oui. gens. Hein, donc c'est ça. Qui ont été sélectionnés Ouais. ou pas sélectionnés. Sur cette rentrée, vous, Éric, vous avez des déceptions, Non, pas des regrets, précisément. Il y a des années où je râlerais, mais là, je trouve le palmarès assez évident. Moi, j'avais beaucoup, Désolé. Hein. Non, mais... pas j'avais obligé. beaucoup aimé le livre de Pauline Dreyfus, Un pont sur la Seine. Oui. Ouais. C'était un très joli livre et à travers un village, là aussi la construction littéraire était très astucieuse de raconter un morceau d'histoire contemporaine à travers la transformation sociologique d'un village de part et d'autre d'un fleuve. C'est un très joli livre et j'aurais aimé qu'il figurera au palmarès d'un prix. Mais c'est la vie. Mais la rentrée littéraire, c'est un peu l'armée en habit rouge de Barry Lyndon. Hein. Les soldats avancent, paf, et puis on voit qu'ils restent debout avec les prix. Pour terminer, peut-être quelques coups de cœur Oui. les uns les autres. Étienne, vous avez 3 coups de cœur. Voilà, qui sont des livres qui m'ont beaucoup plu. Alors là, pour le coup, hors de toute actualité littéraire stricto sensu, Émilie Lanez a fait un livre formidable qui s'appelle Folcoche. Tout le monde connaît Folcoche, la mère de Vipère au point. Elle fait une enquête très très serrée. Le livre est petit, mais c'est une enquête à l'os pour montrer que la mère d'Hervé Bazin, l'auteur de Vipère au point, n'était pas du tout la femme affreuse qu'il avait décrite. Et elle raconte aussi l'incroyable imposteur qu'était Hervé Bazin dans sa vie. Il a quand même commencé par cambrioler sa propre famille, ses parents, et il a fait de la prison. Il est allé à Clairvaux. Un paresseux, quoi. Non, un imposteur, un peu comme Gary, que Dominique connaît bien. Ah bah. Et c'est très amusant, je trouve, un écrivain qui est un imposteur. Et il réussit, par son talent, à transformer quand même une vie de mal partie. Il était à Clairvaux, et ce qu'il sauve, c'est qu'il est entre 40 et 44 et qu'il laisse entendre qu'en fait, c'est pour des faits de résistance. Et il a un véritable talent d'illusionniste. Et puis, Un vrai romancier. Alors. Et en 45, il veut se refaire parce qu'il est en grande difficulté. C'est un délinquant. Et Bernard Grasset, qui a été très compromis pendant l'occupation, lui aussi a besoin de relancer sa maison. Et Hervé Bazin écrit Vipère au point. C'est un succès considérable. Et ça va installer la légende d'Hervé Bazin, qui aura eu une mère épouvantable, alors que c'est pas vraiment une mère épouvantable. C'est une famille qui a beaucoup souffert d'avoir un fils délinquant, tout simplement. Mais ce qui est incroyable, c'est que sa mère ne lui a vraiment jamais formellement reproché d'avoir menti. Parce que lui-même disait quand même que c'était un roman, que ce n'était pas forcément totalement autobiographique. Il laissait une sorte de malentendu oui, et puis, planer. Et puis sa mère était un peu pétrifiée aussi par la place qu'avait pris Folcoche, au point qu'à la fin de sa vie, elle va accepter, c'est un peu triste, un sujet dans Paris Match, où Hervé Bazin va poser à côté de sa mère. Oui, la réconciliation. La réconciliation et, avec Folcoche. C'est-à-dire, elle va accepter d'endosser le rôle de Folcoche, ce qui était extrêmement injuste. Et c'est intéressant aussi de voir que la mémoire, en fait, n'imprime pas forcément, parce qu'il y a eu
la presse locale, ça se passe en Anjou, la presse locale raconte que le fils Bazin, une famille très honorable de la région, est un délinquant, est allé en prison. Toutes ces choses-là ne lui sont pas comptées quand il commence à faire carrière à Paris. C'est tout à fait étonnant, c'est un autre temps. Et c'est donc fascinant, c'est une enquête très fouillée dans des archives judiciaires, c'est vraiment remarquable. Folcoche et Grasset, Émilie Lanèze. Voilà, Kauter Adimi, la joie ennemie. L'actualité est à Boilem-Sansal. Kauter Adimi, c'est une jeune Algéroise. Elle raconte son enfance dans les années 90, c'est-à-dire pendant la décennie noire, la guerre civile en Algérie. Et elle fait ça dans une collection où il faut s'intéresser à une exposition, à un musée. On y passe la nuit. Et elle accepte de passer la nuit à Lima, à l'Institut du monde arabe, avec une exposition consacrée à Baya, qui est une peintre algérienne, une toute jeune fille qui a été révélée à la peinture par des peintres occidentaux. Et il y a une sorte de va-et-vient entre l'enfance de Baya, qui va donner lieu à une artiste réputée, et puis Kauter Adimi et son essor comme romancière. Et puis Laurence Osborne, c'est un journaliste assez peu connu, britannique, qui écrit toujours des livres très très amusants. Et là, c'est l'histoire d'une sorte de dandy à Macao qui est fou du jeu, les péripéties d'un homme entre le jeu et une femme intrigante qui va le sauver de la faillite à plusieurs reprises. C'est un roman très joyeux, très amusant, qui m'a beaucoup plu. La balade d'un petit joueur, et c'est aux éditions de Lerne. C'est adapté en film sur Netflix. Lisez le roman et évitez le film qui est complètement raté. Merci Eric. Vous avez une suggestion de lecture Oui, la biographie de Denis Tillinac par le dominicain Philippe Verdun. Ouais. Denis Tillinac, Dominique l'a bien connu aussi. Et là, c'est miraculeux parce que Denis revient. Il est là, on l'entend. L'intelligence du livre, c'est d'avoir raconté sa vie énormément à travers les livres et pas seulement les détails biographiques. Et le personnage était tellement attachant, truculent, drôle, intelligent, qu'on le retrouve tel qu'il était, avec un tas de détails. Moi, je ne savais pas qu'il était aussi attaché à son ours en peluche. Il l'avait même emporté avec lui au service militaire. Ah oui. Alors, vous imaginez dans la chambrée. Et il y a tout ce qu'il a fait, son passage à la francophonie sous Chirac, le penseur politique qu'il a été, le romancier dont il faut lire Maison de famille. Et je conseillerais aux gens aussi de se plonger dans un tout petit récit qui s'appelle Spleen à Doménil, qui est vraiment épatant. Et je ne savais pas que Denis avait publié sous pseudonyme des romans policiers qui devaient se passer avec le même personnage qui était journaliste, qui enquêtait, département par département. Il devait y en avoir 93. Il n'y en a eu que 6 parce que apparemment c'était tellement mauvais que ça ne marchait pas du tout. Le personnage s'appelait Antoine de la Fère. C'était à nouveau une allusion aux Trois Mousquetaires. En effet. Oui, parce que ça s'appelle Vivre en mousquetaire, là aussi le sous-titre. Oui. Et Verdun définit Tillinac comme une sorte de Raymond Aron qui aurait vécu les tribulations de Tintin et les aurait racontées avec la poésie de Blondin. Et c'est tout à fait juste. Et la biographie est très très bien écrite. Publié aux éditions du Cerf. Et pour terminer, en majesté avec vous, Dominique Bonnat, un coup de cœur, une recommandation pour cette... Oui, je vais y venir. Mais Denis Tillinac, c'est vrai, il manque aujourd'hui au paysage littéraire. C'était un ami, c'était un homme extrêmement chaleureux, attentif aux autres, qui a découvert des auteurs, qui les a publiés parce qu'il a été aussi éditeur, et dont les romans gardent justement cette mélancolie post-68arde dont parlait Éric Neuf. Et ce côté provincial qui compte beaucoup pour nous. Ah oui. Merci beaucoup, Dominique Bonnat, d'être venu nous parler de votre livre, et surtout de votre père, Arthur Comte, Le Roi Arthur, publié aux éditions Gallimard, que je vous recommande chaudement, ainsi que le livre sur les 200 ans du Figaro d'Étienne de Montetti aux éditions de La Martinière. On vous lit bientôt comme romancier, je crois, Étienne, à la rentrée, en janvier. En janvier, exactement. Et merci Éric Nehoff, notre néo-académicien au Figaro. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Club Le Figaro Culture. On parlera d'expositions, beaucoup de très belles expositions d'ici la fin de l'année. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.